Bonjour. Le 3 février 2016, 8 organisations non gouvernementales portaient sur le fonds baptismaux le pacte Alafia. Ce pacte comporte un certain nombre de réformes et d'engagements à soumettre aux candidats à l'élection présidentielle de mars 2016. L'objectif visé ici est la prise de conscience des maux dont souffre le pays en vue d'une meilleure gouvernance. Luc Nakaya, bonjour. Bonjour, M. Kodjovi. Alors, je rappelle que vous étiez ministre de l'Environnement sous le général Mathieu Kérékou, et vous êtes également sous-secrétaire général des Nations Unies et secrétaire exécutif de la Convention des Nations Unies sur la lutte contre la désertification, et vous êtes l'initiateur de ce projet, le pacte Alafia. Nous sommes 8 initiateurs, 8 organisations de la société civile qui avons ensemble partagé le constat que dans cette période, il nous faut non seulement partager les défis que notre gouvernance publique connaît depuis la conférence nationale. À la conférence nationale, nous avons convenu d'un pays démocratique, état de droit, à multipartisme intégral et à économie de marché. Cela appelle un système de gouvernance publique que nous n'avons pas et que nous n'avons pas su développer. Voilà, donc vous représentez, si je peux m'exprimer ainsi, les autres ONG qui ont participé à la mise en œuvre de ce projet. Je vous remercie pour votre invitation à ce titre. Alors, quand je prends par exemple le pacte Alafia qui comporte 7 engagements, vous prenez comme premier réflexe la réforme au niveau des institutions de l'État en équilibrant le pouvoir. Qu'est-ce que vous y mettez? Parce que nous trouvons cela comme un préalable. Le pacte va servir à interpeller non seulement les candidats, mais les citoyens sur les défis de notre gouvernance publique, à mobiliser sur, ou à proposer en tout cas, ce qui devrait être l'ADN de cette transformation. Qu'est-ce qu'il faut regarder, quel paradigme il faut promouvoir. Et probablement, en ce cas, nous espérons que les candidats puissent porter ces défis-là et leur réponse à ces défis pendant la campagne, que les citoyens aussi les interpellent et qu'ensuite, après, que celui qui sera élu puisse être exemplaire dans le portage de cette transformation-là. Voilà l'ambition du pacte Alafia. Et vous avez mentionné, à juste titre, le premier défi. Le premier engagement, c'est qu'il va falloir réformer les institutions. Réformer les institutions publiques. Dans quel sens? Dans le sens d'un équilibrage ou d'un rééquilibrage. Dans le sens de l'indépendance des contre-pouvoirs. En faisant en sorte qu'on puisse non seulement leur permettre de fonctionner, d'être autonomes, mais en réduisant les occasions, les possibilités d'intrusion ou de l'hypertrophie de l'exécutif qu'on a constaté. Et le corollaire d'une telle démarche serait le deuxième engagement. Nous avons convenu d'un multipartisme intégral. Et aujourd'hui, nous avons plus de 200 partis pour 11 millions d'habitants et à peine 5 millions de corps électoral. Il va falloir rationaliser notre système partisan, mettre en place les mécanismes qui permettent d'avoir un système partisan qui non seulement au sein des partis permet la vraie démocratie dans le fonctionnement des partis, mais aussi permettre qu'on n'ait pas 200 partis, mais que le système fasse émerger les meilleurs et permette aussi la participation des femmes, des jeunes pour l'émergence de notre pays. Mais est-ce que vous pensez que cette disposition n'existe pas déjà parce qu'il y a quand même la loi sur les partis politiques qui stipule quand même que lorsque, sur 2 élections successives, un parti politique n'arrive pas à postuler, qu'on le supprime. Mais aujourd'hui, cela ne s'applique pas. Vous constatez avec moi que ça ne s'applique pas, mais vous constatez avec moi aussi que la charte, dans une certaine mesure, a, je pourrais dire, violé la Constitution. En tout cas, n'est pas en conformité avec la Constitution, puisque la Constitution ne parle pas d'alliance de partis politiques. Mais ceux qui ont fait la charte ont convenu que quand un parti politique qui n'a pas fonctionné régulièrement, mais se serait associé entre-temps avec une alliance, on considérait cette association-là comme un fonctionnement normal de parti politique. Conclusion, le dispositif que vous venez de rappeler n'a pas été appliqué. Donc, il faut revenir sur toutes ces choses-là. Mais vous parlez également de la réforme de l'administration publique, mais le pouvoir finissant quand même créer tout un ministère autour, le ministère de l'administration publique. Je voudrais vous faire observer une chose. Nous devons être reconnaissants au chef de l'État d'avoir convoqué si tôt ou très tôt le corps électoral, depuis avril 2015. Comment expliquer que 9 mois après, nous n'ayons pas les cartes d'électeurs aujourd'hui et que la Cour constitutionnelle se trouve contrainte
de demander le report du premier tour. Cela démontre bien que notre gouvernance publique, qui n'est pas seulement l'administration elle-même, mais tous les acteurs ne fonctionnent pas bien. Il faut donc amener dans notre gouvernance publique le principe de la performance, de la transparence et de la mesurabilité. Par exemple, on peut reprocher au COSLEPI de n'avoir pas suffisamment communiqué sur les difficultés qu'il avait pour la production des cartes d'électeurs, de manière à ce que tous les acteurs qu'ils les mettent en situation, en capacité de jouer de leur influence pour que cette performance-là, nécessaire, puisse être là. Mais aujourd'hui, on s'est retrouvé dans cette contrainte-là. Et regardez maintenant à quoi nous faisons face. On peut remercier la Cour constitutionnelle d'avoir été diligente. Mais observez que la possibilité offerte, au cas où la production des cartes n'aurait pas été suffisante et disponible à temps, la possibilité offerte pour que ceux qui ont les cartes des élections législatives puissent voter avec. Encore une fois, on peut penser que cela enfreint l'article 182 du Code électoral qui dispose que la carte d'électeur est unique. Ça porte un risque pour la crédibilité, pour la transparence du processus. Donc, nous ne pouvons que en appeler à tous les acteurs pour faire en sorte que ce risque-là, on puisse l'éviter et qu'il n'y ait qu'un seul type de carte en circulation. Et imaginez ce que ça a coûté. Monsieur le ministre, est-ce que vous notez des contraintes dans l'application de la loi sur la décentralisation? Je veux parler des problèmes liés aux collectivités locales, parce que le pacte aussi évoque cet aspect. Et c'est précisément le quatrième engagement que nous souhaitons que les candidats prennent. Regardez, il n'y a pas de raison de faire à Cotonou ce qu'on peut faire à Karimama. Il n'y a pas de raison qu'on n'agisse pas au plus près des populations, des communautés. Or, qu'est-ce qu'on observe? On observe qu'à peine 10% du budget est transféré aux collectivités locales. Et que parfois, ou bien souvent, l'exécutif transforme la décentralisation en déconcentration. Et nous disons qu'il faut que la déconcentration de l'État central soit au service de l'efficacité de la décentralisation. Et que, à terme, en tout cas très vite, que le mécanisme qui permet non seulement de transférer les ressources au niveau décentralisé, et de mettre en place des mécanismes qu'on appellerait peut-être des contrats de performance qui permettent aux collectivités locales d'exécuter les budgets qui sont à mettre en œuvre sur leur territoire et que le contrôle soit réel et effectif. Ça s'est fait ailleurs et on a vu, ça a permis à beaucoup de pays qui l'ont fait effectivement d'approcher, parfois de dépasser les taux de croissance à 2 chiffres. Mais depuis 2003, la décentralisation est en cours quand même au Bénin. Est-ce que vous avez été quand même un consultant je dirais, de haut vol? Est-ce que vous avez fait des propositions dans ce sens-là au gouvernement? Mieux, qu'ils vous souviennent que quand j'étais ministre de l'Environnement, de l'Habitat et de l'Urbanisme, moi j'ai transféré non seulement les ressources et les compétences, mais aussi les ressources. Et il faut le faire parce qu'il y a des pays en Afrique, prenez le Rwanda par exemple, prenez l'Éthiopie, vous verrez que les ministères centraux n'ont en réalité que peu de mains mise directe sur l'exécution de leur propre budget, puisque quand le budget, en termes de mise en œuvre, doit être mis en œuvre quelque part sur le territoire, eh bien, dans la mesure du possible, les ressources en question sont décentralisées et dévolues sur les territoires ou aux autorités qui sont en charge de ces territoires-là. Nous devons en arriver là. Mais qu'est-ce qui aujourd'hui est prévu pour que les citoyens candidats aux élections présidentielles qui prendront peut-être l'engagement de signer ce pacte-là avec vous soient véritablement suivis dans ce qu'ils sont en train de faire? D'abord, un engagement qui me tient à cœur. Il y a la nécessité pour l'État central et le gouvernement de créer un environnement incitatif pour libérer les énergies de chacun. Parce que l'exécutif aura en charge de porter les transformations. Et dans une transformation républicaine, la tête est essentielle. Et nous voulons et nous souhaitons que les citoyens, chaque fois qu'ils le peuvent, qu'ils aillent sur le site dédié au pacte Alafia pour souscrire eux aussi à ce pacte et se rendre disponibles pour participer, contribuer au contrôle citoyen que nous avons prévu. Nous avons par exemple anticipé que après les élections, parce qu'aujourd'hui beaucoup sont dans l'engagement partisan, dans le militantisme pour un candidat, ce qui est normal en démocratie, mais il va falloir qu'après nous nous retrouvions tous
comme citoyens de cette nation pour porter cette transformation-là. Donc, ils peuvent s'y rendre, tous ceux qui le souhaiteraient, sur le site pacte-de-6 alafia.bj pour précisément souscrire à cela. Nous allons avoir ce que nous avons déjà appelé le Alafia-mètre, qui permettra de mesurer tous les 3 mois comment est-ce que cet engagement-là sont tenus. Alors, mais est-ce que vous pensez aujourd'hui que ce document pourrait véritablement servir à impulser un essor au développement de ce pays? Mais quand on est citoyen d'une nation comme la nôtre, quand on connaît les ressources que nous avons, et quelles sont les ressources? C'est vous, c'est moi, c'est tous les Béninois. Et chaque Béninois porte en lui, comment je dirais, le potentiel de croissance et de prospérité de notre pays. Et moi, je me refuse à désespérer. Je veux voir ce qui est possible. Je veux travailler pour ce qui est possible. J'en appelle non pas à voir ce qui n'a pas marché, mais à voir ce qui est possible et à travailler vers cela. Il ne sert à rien de maudire l'obscurité, il faut allumer une lampe. Voilà, monsieur le ministre, c'est vrai que vous n'êtes pas sur ce plateau en tant que politique, mais pour avoir été quand même aux affaires, je ne peux pas vous laisser partir sans vous poser quand même les questions de l'actualité. Aujourd'hui, comme vous l'avez reconnu aussi, nous sommes donc en plein dans les élections présidentielles. L'atmosphère aujourd'hui par rapport à la pré-campagne électorale, comment vous la voyez? Bon, un peu tendue, très polarisée, et c'est pour ça que nous lançons un appel pour que le processus soit transparent, qu'il soit crédible. J'entends ici et là, dans beaucoup de camps, dans beaucoup de chapelles, parler de chaos. C'est comme si on était rentré en chaocratie. Moi, je voudrais que, s'il doit y avoir chaos, que le chaos soit le résultat du processus qui est transparent, qui est crédible, qui légitimise véritablement celui qui l'aurait réalisé, qui permet que le chaos soit festif, que tout le monde le constate, que ceux qui n'ont pas gagné puissent donc féliciter celui qui a gagné, et que celui qui a gagné puisse être porteur d'une vraie transformation. On ne peut pas dire que tout va bien. Donc il nous faut convenir de ce qui ne va pas et échanger notre fusil d'épaule chaque fois que c'est nécessaire. Donc nous nous en appelons à cela. Que le processus soit crédible, que chaque candidat puisse aller partout sur le territoire pour s'exprimer, mais qu'il s'exprime précisément en disant ce qu'il va faire pour transformer ce qui a besoin d'être transformé. Et que les citoyens soient, et nous l'espérons, nous pensons que le pacte va leur permettre d'avoir des éléments d'interpellation des candidats, pour qu'ainsi leur expression permette de motiver le choix des électeurs. Pour ceux qui ne le savent pas, vous avez été aussi candidat aux élections présidentielles dans ce pays. En 2006. Est-ce que vous avez, tel que les propos se tiennent aujourd'hui, avec à la limite de la violence, est-ce que ça a été comme ça en 2006, en votre temps? Je vous dis, c'est nettement plus polarisé et avec parfois des formules que je trouve nouvelles dans le débat politique dans notre pays. Et je souhaite que ces formules qui sont attentatoires à la personne des candidats, que nous puissions nous les interdire. Il ne faut pas accepter cela. Monsieur le ministre Luc Nyakadja, on est pratiquement à la fin de cet entretien. On parlait donc du pacte Alafia, qui est un document d'évaluation à la limite des acteurs politiques pour la bonne gouvernance en République du Bénin. Qu'est-ce qu'on peut dire pour conclure? On peut dire pour conclure que nous appelons de nos voeux une gouvernance publique transformée. Transformée parce que cette gouvernance aurait trouvé au préalable son ancrage dans la réforme de nos institutions et dans la réforme de son système partisan pour déboucher sur une gouvernance publique orientée vers non seulement la performance de l'action publique, sa transparence et le principe même de reddition des comptes qui doit être systématique et l'audit de l'action publique qui doit être un audit inclusif. Nous recevions pour vous l'initiateur du projet Pacte Alafia, ce document qui prône une veille citoyenne pour la transformation de la gouvernance publique au Bénin. Ex-ministre de l'Environnement de Mathieu Kérékou, sous-secrétaire général des Nations Unies et secrétaire exécutif de la Convention des Nations Unies sur la lutte contre la désertification. Luc Nyakadja, merci d'avoir répondu à notre invitation. Merci beaucoup. Je ne suis plus sous-secrétaire, je l'ai été. Oui. Merci beaucoup. De toutes les façons, vous le restez. Merci donc à vous d'être passé sur l'émission Entretien du jour et à très bientôt. Merci beaucoup. Merci, M. Kodjovi.